que tout change assez rapidement concernant le Covid. Alors avant de parler vaccin, c'est important de refaire quand même une petite introduction. Vous savez tous que donc, nous sommes en pleine pandémie, ça va faire ça va faire un an. Donc l'impact, c'est une dissémination mondiale rapide dans une population qui est non immune, avec aussi, on a appris de façon régulière, de façon progressive. C'est bon? Voilà. Donc on a réalisé au fur et à mesure du temps la fréquence importante des infections asymptomatiques, mais qui pouvaient être contagieuses. La transmission par contact, sécrétion respiratoire, c'est le mode de transmission le plus fréquent. Et progressivement, on a pris conscience de la transmission également par voie aérienne, donc principalement dans des locaux confinés. Et un des problèmes auxquels nous sommes face à l'heure actuelle, ce sont les mutations avec apparition de souches qui, a priori, seraient plus contagieuses, comme le fameux variant dont on parle beaucoup, à la fois en Grande-Bretagne et à la fois en Afrique du Sud. Alors le tableau clinique est très varié, vous le savez également, allant de l'asymptomatique parfait aux personnes qui ont des pneumonies sévères compliquées d'ARDS, de thrombose veineuse et malheureusement au décès. Il y a également d'autres atteintes avec le syndrome dont on commence à de plus en plus parler, le fameux syndrome post-Covid, et nous voyons également des patients en consultation se plaignant ou de fatigue, de troubles de la concentration, d'une dyspnée, avec parfois des examens qui restent normaux. Et un des principaux impacts, c'est le fameux débordement des systèmes de soins de santé qui ont mené différents pays à essayer des politiques de santé publique variées, mais malheureusement avec principalement le confinement, et j'y reviendrai, et toutes les conséquences que cela a induit. Alors, à l'heure actuelle, donc on estime qu'il y a plus de 90 millions de personnes qui ont été contaminées. Cela reste une estimation. Pour rappel, tout le monde n'a pas toujours été testé. Vous le savez, c'était le cas également en Belgique. Il y a au jour d'aujourd'hui près de 2 millions de décès dans le monde. Et si maintenant on se réfère à la Belgique, plus de 600 000 contaminations, plus de 49 000 hospitalisations au total. Et nous avons dépassé la barre des 20 000 décès il y a quelques jours. Alors, on peut voir qu'en termes d'hospitalisation, par exemple, les États-Unis font face déjà à ce qu'on peut qualifier d'une troisième vague alors qu'ils n'avaient pas complètement récupéré de la deuxième vague. Certains pays à l'heure actuelle, comme la Grande-Bretagne également, sont confrontés à un nombre très important et de contamination et d'hospitalisation. C'est la même situation en Irlande. Et nous, en Belgique, nous sommes à l'heure actuelle dans la phase décroissante de notre deuxième vague qui a été plus importante que la première. Et donc, on a à l'heure actuelle un taux de positivité qui diminue, un nombre d'hospitalisations qui diminue, mais qui diminue plus lentement, clairement, que durant la première vague. Alors si on refait le bilan de cette année, il y a clairement eu une surmortalité sur l'année 2020. On voit bien ici 3 pics, en sachant que le deuxième pic est lié à la vague de chaleur de l'été et on constate également qu'une grande partie des personnes qui sont décédées sont des personnes qui sont âgées, comme vous pouvez le voir sur la deuxième courbe qui est tout en bas. Si on veut maintenant avoir un point de comparaison, parce que c'est parfois compliqué de se situer, donc si on reprend la moyenne des décès entre 2010 et 2017 en Belgique, ça c'est des statistiques belges, on constate que 30 000 personnes en moyenne sont décédées de maladies de l'appareil circulatoire, plus ou moins 20 000 de néoplasie de tumeurs. Et donc, on retrouve en troisième position le Covid-19 avec 19 620 décès attribués pour l'année 2020. Et puis ensuite, les pathologies du système respiratoire, des autres décès, des morts non naturelles. Et on retrouve plus bas, beaucoup plus bas, les maladies de type infectieuse avec seulement entre guillemets, 2000 décès.
Alors, comme vous le savez, les différents pays ont essayé d'appliquer des mesures ayant principalement pour but d'éviter la saturation du système hospitalier, avec la plupart du temps des mesures assez sévères de confinement pour limiter les contacts. Et malheureusement, le premier confinement et ici le deuxième ont eu des répercussions et ont des répercussions à la fois sociétales, à la fois psychologiques, à la fois économiques, avec des faillites, des pertes de revenus, des gros soucis psychologiques en particulier pour les jeunes adultes, les adolescents, et on a également constaté un retard de prise en charge d'autres pathologies. Donc cette pandémie a énormément de conséquences également et provoque de nombreux dégâts collatéraux, d'où l'urgence de trouver une solution pour finalement stopper cette pandémie. Alors parmi les solutions, il y a donc la vaccination, clairement, comme pour beaucoup de pathologies infectieuses. Et donc un des grands principes de base dans les épidémies, dans les maladies infectieuses qui se transmettent facilement, eh bien, c'est le concept d'immunité de corps pour ralentir, pour bloquer la circulation du virus. Donc un virus de principe a besoin d'un autre pour pouvoir se transmettre, et puis une personne va transmettre à une autre personne et ainsi de suite. La capacité qu'une personne a de transmettre le virus à d'autres personnes se calcule avec ce qu'on appelle le R0. Donc le R0, par exemple, pour le coronavirus, on estime qu'il est aux alentours de 2-3. Pour vous donner un autre exemple, la rougeole, c'est entre 15 et 18. Et donc, en fonction de ce R0, en fonction de cette capacité qu'a un virus, enfin qu'a une personne, contaminée de contaminer d'autres personnes, eh bien, on sait calculer le pourcentage de personnes qui doit être immunisées afin de ralentir la circulation du virus. Et donc, il est estimé que cette immunité de corps doit être environ de 70%. Et donc, pour y arriver, il y a la vaccination pour la plus grande partie, mais également les personnes qui auront acquis une immunité naturelle. Alors, la vaccination, parce que donc ça va être le sujet principal de cette présentation. Pour rappel, c'est vraiment une des plus belles avancées, une des plus belles interventions de santé publique et qui en plus est parmi les plus efficaces et qui représente le meilleur rapport coût-efficacité. Ce qui est un peu surprenant ici, ou en tout cas qui peut vous surprendre, et on va essayer de vous l'expliquer, c'est la rapidité avec laquelle donc on a mis au point le vaccin. Ici, c'est pour vous donner une comparaison différentes maladies infectieuses à l'heure actuelle et l'année entre la découverte du pathogène et la mise au point ou pas du vaccin. Vous voyez qu'il y a des pathologies pour lesquelles nous n'avons pas encore de vaccin dit efficace. La malaria, il y a actuellement des études en cours. La tuberculose, vous le savez également, il existe un vaccin mais qui ne protège pas pour les formes respiratoires, qui a des indications qui sont limitées. Mais par contre, il y a d'autres pathologies, et vous allez le voir après, pour lesquelles la découverte du vaccin a radicalement changé la donne et le visage de la pathologie. Et tout en bas, vous voyez que le Covid-19, eh bien, annonciation entre guillemets d'une nouvelle pathologie fin 2019, identification du virus en 2020 et effectivement découverte du vaccin durant la même année. Alors, pourquoi la vaccination est vraiment un des outils majeurs en termes de santé publique en maladies infectieuses? On estime que la vaccination permet d'éviter 2 à 3 millions de décès chaque année dans le monde. Et donc, pour vous donner une idée, vous voyez ici par exemple la rougeole. Donc ça c'est au niveau, ce sont des données américaines, mais que l'on pourrait tout à fait reprendre chez nous en Europe. Vous voyez que la mortalité s'est effondrée, que le nombre de cas s'est effondré pour énormément de pathologies, la rougeole, la polio, qu'on n'a plus d'ailleurs dans nos pays, également les hépatites B, ça j'y reviendrai parce que ça a un impact aussi au niveau du personnel soignant, et différentes autres pathologies, la diphtérie, également la coqueluche. Donc ici, je vous montrerai les données des États-Unis. Si on prend les données de la France, on constate par exemple la coqueluche après l'introduction du vaccin, eh bien, une diminution drastique du nombre de cas et de décès. Même chose pour la polio, donc vous savez que l'Europe est considérée comme polio-free depuis quelques années, c'est grâce à la vaccination.
Et alors, ce qui est intéressant, c'est par rapport à l'hépatite B, depuis l'introduction du vaccin dans les années 90, on constate non seulement moins de maladies, mais moins également de transplantation pour hépatite B. Et concernant, il y a un impact au niveau professionnel. En termes d'hépatite B acquise au niveau professionnel, il y a également une diminution drastique du nombre de cas. Donc, la vaccination est un outil majeur, comme déjà dit. On vaccine, pourquoi j'ai repris cette dia? Pour montrer que chaque année, c'est plusieurs centaines de millions de doses de vaccins qui sont administrées. Donc, on ne parle pas de quelques milliers, c'est des centaines de millions de doses, dont environ 116 millions d'enfants, et malheureusement ça n'est pas suffisant parce que tous les enfants ne peuvent bénéficier d'une couverture vaccinale correcte, d'où le fait qu'il y a encore des enfants qui décèdent chaque année, par exemple de rougeole, alors que cela pourrait être tout à fait évité. Si maintenant on se reconcentre sur le Covid, il y a clairement eu ici une course effrénée au vaccin, qui fait que donc depuis déjà fin 2020, donc depuis le mois de décembre 2020, eh bien, différents pays ont commencé à vacciner. Parmi les premiers, c'est la Chine, mais pas avec le même type de vaccin dont nous allons parler par la suite. Mais donc les États-Unis ont commencé le 14 décembre, la Grande-Bretagne a commencé le 8 décembre, mais vraiment pressée par l'arrivée de ce nouveau variant, le B117. S'en est suivi Israël, qui est en train, elle, de dépasser tout le monde. Et puis, plus tardivement, la France le 27 décembre, la Belgique, préparation de tests le 28 décembre, enfin phase d'essai, pardon, le 28 décembre, et officiellement depuis le 5 janvier. Et donc, vous voyez qu'on est, en termes de doses cumulées, vraiment à plusieurs millions de doses de vaccins contre le Covid qui ont déjà été administrées. Et quand on rapporte à 100 personnes, le gagnant de la course, c'est Israël qui a vacciné déjà plus de 20% de sa population, suivi de près par les Émirats arabes unis. Et ensuite, les États-Unis, ils sont à 2% de leur population. Alors, comment a-t-on pu aller si vite? C'est vraiment la question, enfin une des questions qui revient le plus fréquemment. Mais donc, c'est une pandémie qui est unique, c'est une situation qui est inédite, mais dans la malchance, la chance qu'on a eue, c'est que très rapidement, donc en janvier 2020, la séquence complète du SARS-CoV-2 a été partagée. Donc vraiment, ça a été un partage public, donc dans le monde entier, et donc différents laboratoires qui avaient déjà, entre autres, travaillé sur les vaccins, par exemple, contre le SARS, ont repris cette séquence-là pour adapter et pour mettre au point les vaccins qui étaient préalablement déjà faits, en particulier, et j'y reviendrai, avec les nouvelles techniques vaccinales. Et donc, entre janvier et les premiers essais cliniques, eh bien, il ne s'est écoulé en fait que 2 mois. Donc, le 16 mars 2020, les Chinois, suivis de très près par Moderna. Moderna, j'y reviendrai, c'est le Dr Yombi qui y reviendra, c'est une des nouvelles techniques à ARN messager, ont commencé leurs premiers essais cliniques. Et les grands essais cliniques, en particulier pour Pfizer et Moderna, donc les vaccins ARN, ont débuté en juillet 2020. Et c'est principalement ces résultats-là que nous allons discuter. Et donc tout s'en est suivi rapidement, et j'y reviendrai aussi par la suite, donc expliquer pourquoi ça a été plus vite. Assez rapidement, la FDA et puis l'EMA ont donné des autorisations d'usage de 2 vaccins, le Pfizer dans un premier temps, et puis peu de temps après le Moderna. Et comme je vous le disais, le 28 décembre, on a commencé les vaccinations pour la Belgique. Alors, tous les vaccins ont pour cible principale ce qu'on appelle la protéine spike. Donc, le coronavirus est un virus ARN qui est recouvert de protéines, de cette fameuse protéine spike, qui est vraiment la clé pour aller rentrer dans nos cellules, en particulier au niveau respiratoire, via le récepteur AC2. Et donc, tous les vaccins ont essayé de cibler cette protéine parce que c'est contre cette protéine-là en particulier qu'il y a ce qu'on appelle les anticorps et les anticorps neutralisants. Donc, de façon un peu plus schématique, voici donc contre quoi notre organisme essaye de se défendre.
Il fait partie d'une famille de virus que donc on appelle les coronavirus, qui ont donc un matériel génétique assez important, plus grand que d'autres virus que l'on connaît, comme par exemple le HIV ou le HCV ou encore l'influenza. Pour rappel, c'est le troisième des coronavirus qui est responsable de maladies sévères, après le SARS qui a disparu entre guillemets spontanément en 2002-2003 et le MERS qui existe encore et qui sévit depuis 2012 mais qui reste localisé au niveau de l'Asie de l'Est. Et par contre, vous savez tous que les rhumes communs que nous avons sont également liés à d'autres coronavirus qui, eux, ne sont absolument pas pathogènes. Donc, comme je l'ai dit, et très brièvement, un virus ARN recouvert de protéines spike qui va rentrer par le récepteur AC2 et donc il va y avoir toute une cascade et une réponse immunitaire, mais cet ARN du virus va également pénétrer dans nos cellules si nous sommes infectés, vu que le principe du virus, c'est d'utiliser la machinerie de l'hôte pour pouvoir se reproduire. Et donc, tout en parallèle d'un déclenchement d'une réaction immunitaire et inflammatoire, le virus va pouvoir se multiplier grâce à son ARN, mais à la messagerie de l'hôte qui va lui fabriquer ses propres protéines pour pouvoir donc ensuite former d'autres virus. Alors, un développement classique de vaccin, il y a d'abord ce qu'on appelle les phases précliniques avec différents tests de laboratoire, puis ensuite sur des animaux, et puis il y a les fameuses 3 phases, la phase 1, la phase 2 et surtout la phase 3 qui nous intéresse principalement. En général, entre le moment où on fait la phase, on débute une phase et où on commence une autre phase, on attend que l'étude soit terminée, que les analyses soient publiées, et c'est seulement à ce moment-là qu'on commence la deuxième phase, de façon caricaturale, et c'est la même chose entre la phase 1, la phase 2, la phase 2, la phase 3, et puis quand tout est terminé, eh bien, on soumet son dossier aux autorités de régulation, à savoir principalement la FDA et l'EMA, qui en général prend 1 voire 2 ans avant de donner l'accord ou pas. Ici, suite entre autres à un investissement de la part de l'Europe, de la part des États-Unis, donc il y a eu un investissement financier important, il y a eu beaucoup aussi de collaboration, soit entre différentes firmes pharmaceutiques, soit entre des firmes pharmaceutiques et des laboratoires universitaires, et donc très rapidement, dès que les premiers résultats d'une phase était favorable, eh bien, la phase suivante était débutée. Et donc, vous voyez que la phase 2 a commencé alors que la phase 1 n'était pas terminée. Et la phase 3 a été débutée avant que la phase 2 ne soit terminée. Et alors, autre fait très important, c'est que tous les mois, et ça c'est vraiment important, tous les mois, en particulier ici Pfizer, Moderna, mais également AstraZeneca, enfin toutes les firmes qui sont à l'heure actuelle en course pour produire un vaccin, eh bien rendent un rapport avec les résultats, les différents effets secondaires et tous les résultats qu'ils avaient en leur possession, ce qui a permis de donner une réponse beaucoup plus rapidement, vu que quelque part les personnes compétentes qui devaient analyser et qui devait donner une réponse, eh bien, recevait de façon très régulière tous les résultats. Donc, il y a vraiment eu un gain de temps très important grâce, entre autres, à beaucoup de facilité au niveau administratif, beaucoup d'argent investi, qui fait aussi, et ça c'est non négligeable, que certaines firmes ont commencé à produire et à lancer les chaînes de production des vaccins sans même savoir si au final les résultats allaient être favorables. Donc c'était un pari. Et donc il faut quand même insister sur le fait que les exigences légales et médicales, donc en termes de qualité, de sécurité et d'efficacité, n'ont pas du tout été compromises, que du contraire, vu qu'il y avait quasi un contrôle en fait en continu. Alors, une autre chose qui a permis d'accélérer, c'est que vous connaissez toutes et tous les technologies classiques de vaccins. Donc, on prend un virus, on l'inactive, ou on prend un virus, il reste vivant, mais on le fragilise, comme par exemple pour le vaccin rougeole, rubéole, oreillon, ou encore la fièvre jaune. Soit on prend
des sous-unités spéciales du vaccin, soit on prend des protéines que l'on va combiner. Donc ça, ce sont les technologies classiques, mais depuis plus de 20 ans, eh bien, on travaille également sur ce qu'on appelle des plateformes vaccinales et donc qui vont utiliser par exemple la technique de l'ARN messager ou la technique des vecteurs viraux. Les vecteurs viraux, ça c'est pour le vaccin AstraZeneca, mais on n'en parlera pas beaucoup. On va surtout s'attarder sur les vaccins à ARN messager. Alors, les vaccins à ARN messager, la grande particularité, c'est que c'est facile à produire, donc on augmente quelque part l'efficacité et la production, ça donne une bonne réponse immunitaire et surtout ça permet un développement beaucoup plus rapide et à plus grande échelle. Alors à l'heure actuelle, dans cette course au vaccin, il y a principalement 4 types de vaccins. Donc les vecteurs viraux, et donc ça c'est en particulier AstraZeneca, mais qui n'est pas encore autorisé, donc on ne va pas beaucoup en parler, sauf s'il y a des questions. Il y a un des vaccins qui est déjà utilisé, c'est le CanSino en Chine, et le Sputnik, dont on entend parler, qui est principalement utilisé en Russie, mais d'autres pays l'ont déjà commandé. On va surtout s'intéresser aux vaccins ARN messagers, donc Pfizer, Moderna, et il y a également CureVac, mais pour lesquels les études ne sont pas terminées. Il y a également le virus, donc le virus entier, une technique vaccinale avec le virus entier. Ça, c'est principalement des laboratoires chinois qui y travaillent, et Sanofi GSK, mais qui a pris du retard, qui utilise une technique un peu plus classique avec la protéine S, qu'ils vont combiner à un adjuvant, mais donc ils ont, je vous disais, pris du retard. Alors en Europe, très rapidement, c'est la Commission européenne qui a négocié les contrats avec les différentes firmes, donc en décidant de commander avant même qu'il y ait tous les résultats des études, différentes doses à différentes firmes, et la Belgique avait droit à, je pense, 2,5% de ces doses, ce qui fait que la Belgique a commandé 5 millions de doses de Pfizer, en sachant qu'il faut 2 doses pour un patient, 2 millions de doses pour Moderna. Elle a également commandé chez CureVac pour Janssen et pour AstraZeneca. C'est surtout la commande la plus importante est chez AstraZeneca, mais ils ont du retard. Et donc ça, je vous l'ai déjà dit. Donc, on va surtout parler de Pfizer et de Moderna. Et avant de parler de ces vaccins, juste rappeler l'efficacité d'un vaccin. Donc, l'efficacité d'un vaccin, c'est le fait de mesurer la réduction de la probabilité de développer la maladie. Donc, en gros, vous prenez des personnes qui ne sont pas vaccinées, vous prenez des personnes qui sont vaccinées. L'idéal, et c'est ce qui s'est fait ici, c'est ce qu'on appelle en double aveugle, donc on ne sait pas si on a reçu une dose de vaccin ou une dose de placebo, et puis vous comparez dans les deux groupes le nombre de personnes qui ont été malades et combien il y a eu de personnes malades dans le groupe placebo et combien de personnes ont été malades dans le groupe vaccin, et vous comparez en fait la différence. Et donc quand on parlera de 95% d'efficacité, c'est que vous avez 95% de chance en moins de développer la maladie si vous êtes vacciné par rapport à quelqu'un qui n'est pas vacciné. Et donc, un petit teaser pour les vaccins ARN. Donc, on va parler de 2 vaccins, le BioNTech Pfizer et le Moderna. Ce sont les 2 à l'heure actuelle qui ont reçu l'autorisation donc d'être utilisés ici dans ce contexte en urgence. Et vous avez déjà 2 graphiques qui parlent d'eux-mêmes sur l'efficacité. Alors, un rappel qui est très important. Il faut considérer que notre ADN, l'ADN de façon générale, qui se trouve dans le noyau, c'est un code numérique, c'est un genre de grand livre de recettes qui va donner des recettes pour la fabrication de plein de protéines, l'insuline, nos cheveux, plein de choses. L'ADN en général, il reste dans le noyau et tout n'est pas lu en même temps. Et lorsqu'à un moment donné, il faut aller justement fabriquer une protéine, eh bien, on choisit une recette
une photocopie de cette recette est faite, c'est la photocopie qui est ici. Cette photocopie sort du noyau et va donner le mode d'emploi de la fabrication à nos usines qu'on appelle les ribosomes et donc qui se situent dans le cytoplasme. L'ARN que vous voyez ici, c'est réellement une photocopie. Quand on a une photocopie, eh bien, c'est impossible de refaire un livre original avec une photocopie. On ne sait pas aller recoller, si vous voulez, l'ARN dans l'ADN. Et ici, il faut imaginer qu'il y a une frontière. L'ARN ne peut pas rentrer dans l'ADN. Donc, ça ne va pas modifier notre ADN. Et donc, juste pour la petite histoire, donc on va injecter, comme je disais, cette photocopie. Ça va dire à nos cellules d'aller fabriquer la protéine de surface du Covid, donc la fameuse protéine S. Cette protéine va être fabriquée et notre organisme, notre système immunitaire va reconnaître que cette protéine est bien étrangère et donc tout notre système immunitaire va se mettre en branle pour aller fabriquer les anticorps. Il y aura aussi toute l'immunité cellulaire qui va se mettre en place. Cette technique a déjà été utilisée pour d'autres vaccins, le Zika, chikungunya, influenza, et donc on a quelques études qui datent déjà depuis plus de 10 ans. Donc c'est facile à produire à grande échelle, parce qu'en fait, fabriquer de l'ARN, je ne sais pas le faire, on ne sait pas le faire, mais les laboratoires qui le font, c'est très facile à faire. Ça va reproduire une immunité qui va être efficace. Pourquoi ? Parce que on va vraiment fabriquer la fameuse protéine S et donc toute la réaction immunitaire qui va en découler sera une réaction immunitaire qui est efficace. Il n'y a pas d'adjuvant, il n'y a pas de nécessité d'adjuvant. Donc quelque part, c'est quelque chose qui est un petit peu plus pur. Il n'y a pas de risque d'induire la maladie parce qu'on va introduire un morceau d'ARN et non l'ARN complet et non le virus. Il n'y a pas d'interaction avec le génome et donc ça fait déjà depuis plus de 10 ans qu'il était estimé que c'était la technique vaccinale idéale en cas de pandémie, raison pour laquelle on avait déjà travaillé dessus pour le SARS et le MERS. Et juste retenir ce nom-là, Katalin Karikó, qui est vraiment une des scientifiques à l'origine de cette technique d'ARN messager et qui, en 2005, grâce à une discussion et un travail avec Drew Weissman, qui lui travaillait sur le VIH, a permis de diminuer, il y avait une grosse réaction inflammatoire sur les premiers essais avec les vaccins, en modifiant juste une base. Donc, je vais laisser la parole à Dr Degré pour vous parler du vaccin Pfizer. Voilà, merci Leïla. Donc, on va parcourir ensemble les données qui ont permis de démontrer la sécurité et l'efficacité de ce vaccin Pfizer, donc vaccin BNT162B2. En réalité, Leïla vous a déjà montré la donnée principale d'efficacité, mais on va rentrer un peu plus dans les détails. Donc comment est-ce que ça a été mis en évidence ? Ces données ont été publiées dans une grosse étude de plus de 40 000 patients, publiée dans le New England Journal of Medicine, fin décembre. Donc en réalité, on a pris des patients, des personnes volontaires, on a tiré au sort, soit on leur a administré 2 doses du vaccin, soit 2 doses du placebo, qui était un sérum physiologique, en intramusculaire, chaque dose, la deuxième dose à 21 jours après la première dose. Donc comment est-ce qu'on a pu en arriver là ? Évidemment, il y a d'abord une étude préliminaire, une étude de phase 1, et cette étude, elle comparait 2 vaccins candidats de Pfizer-BioNTech, et on a choisi celui-là, le BNT162B2, parce qu'il se montrait tout aussi efficace que l'autre, mais moins réactogène, il y avait moins d'effets secondaires locaux. Et donc, il y en avait, mais moins que l'autre. Et comme ça semblait donner des résultats très prometteurs, la firme a enchaîné avec la collaboration d'hôpitaux académiques vers une étude de phase 3, une grosse étude. Et donc, vous voyez ici en dessous les données en termes d'anticorps neutralisants, donc de production d'anticorps après l'administration du vaccin. Bon, je vous passe les détails, mais il y a une production importante et elle se voit aussi bien entre 18 et 55 ans que chez les personnes plus âgées. Mais alors, important aussi de comprendre, il n'y a pas seulement les anticorps, mais il y a aussi l'immunité cellulaire qui est stimulée. Et donc, au-delà de la production d'anticorps, il y a vraiment une efficacité sur les différentes composantes du système immunitaire de ce vaccin. Donc, ces patients ont été tirés au sort.
les patients participant à l'étude pour recevoir soit le vaccin, soit un placebo. Et donc c'est intéressant ici de voir que l'âge moyen c'était 50 ans et qu'on avait quand même plus de 40% des patients qui avaient plus de 55 ans, donc des gens même d'un âge plus important. Vous voyez que la personne la plus âgée avait 89 ans et vous voyez qu'il y avait près de 5% des gens qui avaient plus de 75 ans. Donc on a administré à quand même une gamme de populations assez large et assez diverse. Vous voyez aussi que la plupart des patients étaient blancs. Et par contre, on a plus de 45% des patients qui avaient des comorbidités, donc d'autres maladies qui les rendaient plus fragiles. Et on avait quand même une proportion importante aussi de patients obèses. Donc une population qui nous intéresse, parce qu'une population aussi qui peut être fragile et sujette à des Covid sévères. Et donc, ceci, Leïla vous l'a dit, mais donc le vaccin est efficace à 95%. Elle vous a expliqué ce que ça veut dire. Vous pouvez refaire le calcul, vous arriverez à la même valeur. Donc, sur les formes symptomatiques de Covid, 95% d'efficacité, puisque dans le groupe qui avait reçu le vaccin, à partir du 7e jour après la seconde dose, on a eu 8 cas de Covid, tandis que dans le groupe placebo, on a eu 162 cas. Donc, vous voyez une différence vraiment très importante qui amène à cette conclusion d'efficacité. Et il y a également une efficacité sur les Covid sévères, puisqu'on a eu 1 cas chez les patients ayant reçu le vaccin et 9 chez les patients ayant reçu le placebo. Et on va revoir ces données un petit peu plus loin. Donc cette efficacité, à partir du 7e jour après la 2e dose de vaccin, elle a été confirmée aussi, et on y reviendra plus précocement, à partir de la première dose du vaccin, mais surtout elle a été confirmée également chez les personnes plus fragiles, donc les personnes qu'on a vraiment envie de protéger contre le Covid-19, puisque vous voyez ici, chez les patients avec des comorbidités, on arrive aussi à 95% d'efficacité. Quand on va encore dans des sous-groupes, en fonction du type de comorbidité, on arrive à des valeurs semblables, mais on a des nombres moins importants, ce qui fait que l'intervalle de confiance s'élargit un petit peu, mais globalement, tout va dans le même sens. Il faut retenir, on est autour de 95% d'efficacité. C'est quand même très impressionnant. Quand on regarde les courbes de survenue d'infection Covid-19 à partir du jour 0 de la première dose, on voit qu'elles suivent une augmentation linéaire ici. Et par contre, on voit que chez les gens qui ont reçu le vaccin, eh bien, la courbe se casse. Donc il y a très peu de gens à partir du 12e jour qui développent une infection à Covid, ce qui veut dire que ces patients-là sont protégés. La différence entre les deux courbes, c'est l'efficacité. Quand on zoome un peu, on voit effectivement que la courbe se casse à partir du 12e jour. Donc il y a une protection partielle plus rapide que la 2e dose en réalité. Alors, je l'ai dit, ça protège contre les formes sévères et c'est démontré aussi bien après la première dose qu'après la 2e dose. Voilà, cette efficacité, je disais, impressionnante. Ben oui, parce que quand on la compare avec d'autres vaccins, vous connaissez le vaccin de la grippe saisonnière, beaucoup d'entre vous le font chaque année, eh ben, on a de l'ordre de 50 à 60% d'efficacité les bonnes années et les mauvaises années quand la composition du vaccin a été choisie mais ne correspond pas finalement aux souches de grippe qui circulent, puisque les souches de grippe changent chaque année. On tombe à moins de 20% d'efficacité comme ici, c'est un peu exceptionnel, mais en 2014-2015, la moyenne c'est plutôt 50 à 60% d'efficacité. Donc ici 95%, il va de soi que c'est impressionnant. Et c'est à peu près les mêmes valeurs que Jean-Cyr vous détaillera pour le vaccin Moderna. On est un peu en dessous pour le vaccin AstraZeneca-Oxford. On ne va pas rentrer dans les détails parce qu'il n'est pas encore tout à fait prêt d'être disponible en Belgique. Mais en fonction de la dose, on arrive même avec ce vaccin-là également à une efficacité supérieure à 70%. Et vous voyez qu'on se rapproche en réalité des vaccins les plus efficaces, le vaccin de la polio et le vaccin de la rougeole et de la rubéole. Donc sur l'efficacité, je pense que ces données permettent d'être convaincu. Et la question légitime, évidemment, c'est de savoir si le vaccin est safe, s'il est sécure. Et on va analyser ensemble les données dont on dispose. On a un recul de plus de 2 mois. On a aussi maintenant des millions de personnes qui ont commencé à recevoir le vaccin dans différents pays dans le monde. Mais c'est sûr, on n'a pas encore un recul plus important. On n'a pas encore un recul de plusieurs années. Malgré tout, et là je crois que vous en retoucherez un mot, ce à quoi on s'attend, c'est rien d'autre que ce qui a été démontré ici. Donc, en termes de sécurité, on s'est intéressé d'abord dans l'étude aux réactions locales. Et oui, effectivement, comme après tout vaccin, les patients développent des effets secondaires locaux, d'inflammation, douleur, rougeur, gonflement. Et les effets secondaires locaux sévères, donc de grade 3,
une petite proportion des patients également en a développé. Vous voyez que ces effets secondaires sont plus fréquents ici à gauche avec le vaccin qu'avec le placebo. C'est relativement logique et c'est similaire à ce qu'on voit pour toutes les études vaccinales. Quand on s'intéresse aux réactions systémiques, donc aux réactions générales, oui, il y en avait également. Réactions de type fièvre ici, ou frisson. Réactions de type fatigue ou céphalée. Ici aussi, elles étaient plus importantes dans le groupe vaccin que dans le groupe placebo, bien qu'on voit qu'il y a près de 20% des gens qui étaient fatigués après le placebo. Le nombre de réactions ou le taux de réaction était plus important après la deuxième dose qu'après la première, ici pour les réactions générales. Et le risque, par contre, ça c'est intéressant, est d'autant plus élevé qu'on est plus jeune, puisque quand on comparait les gens de plus de 55 ans avec les moins de 55 ans, on voit que le risque était plus élevé chez les plus âgés. Important de retenir, oui, les effets secondaires sont relativement fréquents, mais vous voyez ici, vert bleu, c'est léger à modéré. Donc la toute grande majorité des effets secondaires étaient légers à modérés et se sont rapidement résolus. On a eu quelques effets secondaires un peu plus importants, mais on n'a pas eu d'effets secondaires très importants. Et vous voyez ici, au fur et à mesure du temps, après l'injection, vous voyez les effets secondaires qui s'estompent, et donc ils sont surtout présents le lendemain, un petit peu le surlendemain de l'administration du vaccin. Et là, on est face à un profil en fait d'effets secondaires qui est assez semblable à ce qu'on voit avec les autres vaccins. Les autres vaccins, je veux dire les vaccins non ARN ou les vaccins contre d'autres agents que le coronavirus. Le taux d'effets secondaires sérieux, vous voyez ici, il était similaire dans le groupe placebo et dans le groupe vaccinal. Et il y a eu très peu de patients qui ont arrêté l'étude en cours, c'est-à-dire qui ont reçu la première dose et puis n'ont pas reçu la seconde dose à cause des effets secondaires qu'ils avaient présentés. Et donc ce vaccin, étant donné son efficacité et sa très bonne sécurité, son très bon profil de sécurité, est donc déployé et il sera disponible ici à Saint-Luc prochainement probablement, mais il sera disponible sous le nom Comirnaty. Bon, ça c'est un détail, peu importe. Il s'injecte en voie intramusculaire avec 2 injections, préférentiellement donc dans l'épaule, et les 2 injections sont données à 21 jours d'intervalle. Voilà, je vais laisser le professeur Rémy vous parler de l'autre vaccin, le vaccin Moderna. Voilà, merci Julien. Le deuxième vaccin à ARN messager qui a reçu l'autorisation de la FDA ou de l'agence européenne, l'EMEA, c'est celui de Moderna. Donc vous voyez d'emblée, ici on plante le décor sur l'efficacité, 94% d'efficacité. Ce qui est aussi important, c'est le nombre de participants. Dans Pfizer, on avait 43 000 participants, plus de 40 000 participants. Ici, on a plus de 30 000 participants. C'est important de retenir ces chiffres. Ces chiffres sont très importants parce que quand vous dépassez un nombre aussi important de patients, le risque qu'un effet très rare survienne est extrêmement faible. Il est inférieur, on va dire, à 5%. Et donc, avec le recul qu'on a, on a peu de chances de voir apparaître des effets secondaires extrêmement rares, vu le nombre. C'est très important. La deuxième des choses, c'est que dans ce travail-là, vous voyez qu'il y avait plus de 25% des gens vaccinés qui avaient plus de 65 ans. Or, on sait que c'est une population d'âge qui paye un tribut lourd à la COVID-19. Également, ceux qui avaient des comorbidités, 22%, ce qui n'est pas très mal. Et je reviendrai par la suite sur les données de portage parce que ça peut permettre d'avoir une certaine réflexion. Mais Moderna, vous voyez très bien aussi que toutes les études ont été faites et c'est intéressant de voir l'image. C'est une image en marche d'escalier. Cette image en marche d'escalier nous permet de comprendre aussi la vitesse à laquelle a pu se développer ces vaccins. Ce n'est pas l'image classique du train en wagon où chaque wagon est mis l'un après l'autre avant d'arriver à des autorisations. Ici, c'est une image en marche d'escalier qui permet donc une descente assez rapide et une autorisation assez rapide des vaccins. Vous voyez, je vous ai dit 30 000 patients. Moderna, c'est des patients qui avaient plus de 18 ans. Alors qu'effectivement, dans Pfizer, c'était des patients qui avaient
plus de 16 ans, même si on sait qu'il y a des données qui vont arriver pour des patients entre 12 et 16 ans, mais ce n'est pas encore à l'heure actuelle. Donc ici, c'est des patients qui avaient plus de 18 ans. C'est également 2 doses, mais au lieu de 2 doses à intervalle de 3 semaines, c'est 2 doses à intervalle de 4 semaines, et la dose est de 100 microgrammes, alors que les doses là-bas étaient de 30 microgrammes. Ça, c'est ce qui a été dit. Rentrons un peu dans la définition, mais je ne vais pas vous faire l'offense de reparler des définitions de la COVID. Vous voyez, on vous a mis la diapositive pour voir comment ils avaient défini les cas de COVID, y compris les cas de COVID sévères, qui ne sont pas différents des définitions que nous avons ici dans l'institution. Qu'est-ce qu'ils ont analysé? C'est ça qui est toujours important de comprendre. Ils ont analysé des cas de COVID-19 confirmés 14 jours après la deuxième injection, surtout chez les gens. L'objectif, c'était chez les gens qui n'avaient pas d'évidence antérieure d'infection à SARS, qui n'avaient pas d'évidence d'infection à SARS après la première dose. C'est important. Et comme objectif secondaire, c'était les cas sévères également 14 jours après la deuxième dose. Vous voyez le nombre de gens qui ont été suivis pour l'efficacité, c'est quand même impressionnant. En novembre, vous voyez qu'il y avait pratiquement 28 000 patients. Pour la sécurité, il y en avait pratiquement 30 000. Donc j'insiste là-dessus, c'est des chiffres qui sont terriblement impressionnants et dont le risque d'avoir un effet secondaire extrêmement rare est très faible. Si on rentre un peu dans les données démographiques, c'est toujours intéressant d'aller donner les données démographiques et les regarder. Vous voyez qu'essentiellement, on avait les patients, on avait dit de plus de 65 ans, il y en avait 25%. Si vous regardez, il y avait, Julien a dit dans Pfizer, c'était des patients qui étaient essentiellement blancs, mais vous voyez quand même que les patients noirs, il y en avait 10%, c'est souvent ce qu'on retrouve dans les études. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'il y avait également quasi la moitié des femmes et d'hommes. Parce que souvent, dans beaucoup d'études, on retrouve peu de femmes. Ici, c'était vraiment plus ou moins équilibré. C'est également important de le signaler. Et si vous regardez, les personnels soignants, il y en avait 25%. Donc, le personnel de soins, les personnels hospitaliers, en tout cas les gens qui s'occupent des soins, étaient quand même représentés dans ces études-là. L'autre notion qui est également importante et qui pourrait faire l'objet de discussion, c'est qu'on s'est quand même rendu compte que des gens qui avaient déjà fait la COVID-19, il y avait un certain nombre de gens qui avaient été retrouvés dans les études. Il y avait 340 à peu près dans chaque bras, le groupe du vaccin et du placebo, mais ce n'est pas un nombre suffisant pour pouvoir tirer les conclusions, mais il y en avait et c'était des données qu'on va suivre. Ça, c'est aussi important de pouvoir retenir. Donc, l'efficacité, on vous a dit, globalement, l'efficacité est de l'ordre de 94%. C'est vrai que chez les gens de moins de 65 ans, il y avait une efficacité qui était similaire, donc à 95%. L'efficacité ici chez Moderna semble un peu plus faible chez les patients de plus de 65 ans, où elle était à peu près de 86%. Si on regarde également en fonction des tranches d'âge, on retrouve un peu la même efficacité. En fonction du sexe, on retrouve la même efficacité. Ce qui est également intéressant, c'est qu'en fonction, c'est un peu des données qui sont américaines, où vous voyez qu'on parle de race, d'ethnicité. Bref, nous devons retenir qu'en fonction disons, que vous soyez blanc ou noir, l'efficacité était similaire. Et également, si vous regardiez l'efficacité en forme de comorbidité, c'est-à-dire les maladies chroniques, qu'elles soient respiratoires, cardiaques, que vous soyez obèse. Et quand vous voyez l'obésité ici, c'était un BMI à 40, ce n'est pas des BMI que nous on voit habituellement ici, c'est des BMI, disons, américains, que vous soyez diabétique ou pas. Une petite notion, vous voyez qu'il y a un petit nombre de patients qui étaient porteurs du VIH, c'était des patients qui avaient du VIH stable, mais c'est un petit nombre. Vous voyez qu'on est dans des nombres qui sont petits, qui ne permettent pas de tirer d'emblée des conclusions. C'est ce qui est surtout aussi intéressant, et cette efficacité se retrouvait en tout cas dans toutes les sous-catégories. C'est ce qui est important à prendre, même si certaines catégories manquent, comme des patients particulièrement immunodéprimés ou d'autres types de patients. On pourra discuter après. Ce qui est aussi important de retenir, c'est que si vous regardez la protection contre les formes sévères de COVID, si vous regardez les dernières données en fin novembre, dans le groupe vaccin, il y avait 0
patients, il y avait 0 forme de Covid sévère, alors qu'il y en avait 30 de l'autre côté. Donc, il y a une protection de nouveau contre ces formes sévères de Covid, ce qui est très important. Et puis, on pouvait aussi regarder l'efficacité après la première dose. Quand vous regardez l'efficacité après la première dose, entre la première dose et le 14e jour, c'est important, vous voyez qu'on a à peine une efficacité de 50%. Même si on sait que cette efficacité commence à apparaître après le 14e jour, ça veut dire que quand on va commencer la vaccination, que ce soit après la première dose ou même après la première dose, il faut le temps que le vaccin soit efficace. Ça veut dire qu'on va toujours continuer à maintenir les mesures barrières. Ça, c'est important pour que les gens se rendent compte. Il ne faudra pas se dire, j'ai reçu le vaccin, je ne maintiens pas les doses, les mesures barrières. Et c'est d'ailleurs très intéressant dans les enquêtes qui ont été faites par l'UCL, montrant quand même que les gens qui souhaitent se vacciner ont aussi le désir et sont aussi des gens qui vont avoir le désir de maintenir les mesures barrières. Donc, ça, c'est aussi important de retenir. Donc, grosso modo, vous voyez ici l'efficacité, 94% globalement, et une protection importante contre les formes sévères. L'une des notions qui pourrait être importante, c'est de se dire, mais tiens, on parle de Covid, les gens qui ont une maladie symptomatique. Dans Moderna, ils sont quand même allés regarder ce qu'on appelle des infections asymptomatiques. Il faut savoir que les données après la deuxième dose n'étaient pas encore disponibles au moment où ils avaient demandé l'autorisation urgente aux organismes qui donnent ces autorisations, la FDA américaine ou l'EMEA. Mais ils ont regardé après la première dose de vaccin. Vous voyez que chez les gens qui n'étaient pas vaccinés, il y avait 3 fois plus de gens qui avaient une infection asymptomatique que ceux qui avaient été vaccinés. Même si on ne peut pas tirer des conclusions, ça donne quand même une indication en termes de protection contre la forme asymptomatique, mais les données ne sont pas suffisantes et robustes pour pouvoir tirer des conclusions définitives. En termes d'effets secondaires, mais on retrouve quasi ce qu'on a déjà discuté dans le vaccin Pfizer, c'est-à-dire que les effets secondaires locaux que vous connaissez d'habitude quand on vaccine les gens, même si globalement les gens avaient rapporté un certain nombre d'effets secondaires qui étaient plus importants après la deuxième dose et qui étaient plus importants chez les jeunes par rapport aux personnes âgées, ce qu'il faut retenir, c'est que ces effets secondaires, en général, étaient légers à modérés. C'est surtout le message qu'il faut retenir. Et si on regarde aussi ce qu'on appelle les effets secondaires systémiques, la fièvre, la fatigue, les céphalées, les douleurs musculaires, on a souvent ça. Par exemple, quand on se vaccine contre la grippe, un certain homme dit « mais j'ai l'impression que j'ai des symptômes grippaux ». Ces symptômes également, de nouveau, étaient fréquents. Quand je dis fréquent, une personne avait au moins signalé un des symptômes, mais comme Julien vous a dit, ces symptômes ne duraient pas dans le temps. Ils étaient en général légers à modérés. Ils étaient plus importants à la deuxième dose, mais surtout chez les patients jeunes par rapport aux patients âgés. Donc voilà les données qui montrent que ce vaccin est efficace, en tout cas en termes de réduction chez des gens qui présentent une maladie symptomatique, ou également de protection vis-à-vis des formes sévères. Ce qu'on attend encore et qui doit être démontré, c'est la durée de cette protection, même si on sait déjà que des données avaient été montrées pour Moderna à 3 mois qui montraient un maintien de cette immunité. Maintenant, on a un recul depuis que les données ont été, donc on peut rajouter encore 3 mois, donc on est à peu près à 6-7 mois. Mais il n'y a pas de raison qu'une immunité qui est produite de façon aussi importante avec le vaccin, alors qu'on sait que l'immunité post-maladie, déjà, on est à 8 mois, ne soit pas au moins identique à celle-là, mais c'est des données qui doivent venir. L'autre chose qu'il faudra démontrer, c'est les données d'efficacité en vie réelle, ce qu'on appelle l'effectiveness, parce qu'évidemment, ce qu'on a montré, c'est l'efficacité quand vous faites dans les études, mais il faut aussi voir en vie réelle ce qu'on appelle l'efficacité indirecte, qui va permettre de nous montrer comment on va être protégé. Et puis, il reste encore les problèmes de données sur la transmission. On sait très bien qu'ici, on protège contre les formes symptomatiques. On sait que les gens symptomatiques transmettent le plus la maladie. On sait quand même aussi que les gens qui ont des formes asymptomatiques peuvent transmettre la maladie, même si c'est beaucoup moins. Et c'est pour ça que c'était intéressant de voir les données qu'on avait sur l'acquisition d'une maladie asymptomatique. Mais comme je vous ai dit, elles n'étaient pas suffisantes pour tirer des conclusions.
Évidemment, l'efficacité dans un certain nombre de sous-groupes de population reste à déterminer. Et ça, c'est important, mais je pense qu'on pourrait discuter en fonction des risques. C'est ce qu'on va faire maintenant. Et je vais laisser la place à Leïla pour continuer un peu. Non, ça va, je vais m'arrêter. Comme ça, je vais te donner la place pour qu'on commence la discussion et on va répondre aux questions. Voilà. Donc, on va continuer avec quelques questions fréquentes. Une des premières questions qui vient, c'est combien de temps après la vaccination est-on protégé? Mais donc, Jean-Cyr et Julien ont apporté des éléments de réponse. Donc, 10 jours plus ou moins après la première dose, on commence effectivement à avoir une bonne efficacité, mais elle est surtout maximale 2 à 4 semaines après la première dose. Et la deuxième dose a aussi pour but de vraiment maintenir de façon prolongée la durée de l'immunité. Alors, vous en avez toutes et tous entendu parler. Après l'administration dans la vie réelle des premières doses de vaccin, il y a eu des réactions allergiques, mais principalement chez des personnes qui avaient des antécédents allergiques. Et donc, on estime environ maintenant à 11 pour 1 million de doses vaccinées le nombre de réactions allergiques. Alors, comment le sait-on? Principalement sur base des données, donc de nouveau, de la vie réelle. Donc, en date du 23 décembre 2020 aux États-Unis, il y a eu quasi 2 millions de doses administrées et 21 réactions allergiques. Plus ou moins, elles sont apparues environ 13 minutes après le début de la vaccination. Et donc, il n'y a pas eu, heureusement, ni de décès, ni de complications. Elles ont toutes été prises en charge. Donc, on estime, comme je vous le disais, à l'heure actuelle, à 11 pour 1 million de vaccinés. Et donc, suite à cela, il y a maintenant des recommandations qui ont été émises. On sait qu'a priori, ce serait lié à un des composants du vaccin, ce qu'on appelle le PEG. Ce type d'allergie est connu avec d'autres médicaments également pégylés. Et donc, ça se traite comme une réaction allergique sévère classique, en particulier avec de l'adrénaline. Et je vous le disais, ça survient environ entre 13 et 15 minutes après l'injection. Donc, il y a une liste bien connue des composants du vaccin. Donc, au-delà de l'ARN messager, ce sont principalement des lipides, dont certains qui sont communs et d'autres qui sont différents. Il y a également des sels, du sucre et du sucrose. Donc, la liste des composés du vaccin sont connus. Donc, si on a une allergie connue, évidemment, à un des composés, donc là, c'est une contre-indication au vaccin. Et donc, si les personnes décrivent ou ont un antécédent de réaction allergique immédiate sévère à un médicament, sans connaître exactement à quoi est liée l'allergie, eh bien là, c'est clairement une contre-indication, ou en tout cas, ça nécessite la prise en charge préalable avec une consultation chez un allergologue pour voir à quoi effectivement on est allergique. Si maintenant on a un antécédent de réaction allergique sévère connu, mais à un composant qui n'est pas repris ici, donc on sait exactement à quoi on est allergique, eh bien là, on doit faire une surveillance accrue, donc non pas de 15 minutes comme pour toute personne vaccinée, mais de 30 minutes. Donc il y a maintenant des procédures qui sont établies et de toute façon, en cas de doute, on peut évidemment toujours en discuter avec son médecin ou avec un allergologue. Alors d'un point de vue un tout petit peu plus concret, avant de revenir sur les autres questions fréquentes, vous savez que la stratégie de vaccination en Belgique est établie en différentes phases. La première phase qui a déjà commencé à l'heure actuelle, c'est principalement les maisons de repos et les soignants des maisons de repos. Très prochainement, ça devait être les autres soignants, donc nous, dans les milieux hospitaliers, mais également le personnel de première ligne et dans des autres institutions de soins. Ensuite, il y a les personnes de plus de 65 ans, puis les personnes de plus de 45 ans avec des comorbidités, et ensuite les personnes qui ont une fonction, j'aime pas du tout le terme essentiel, mais plutôt, je dirais, des fonctions où il y a un contact assez important avec d'autres personnes. Et la dernière phase, on va reprendre ici au niveau du calendrier,
qui serait la population générale. Donc, on ne mise pas sur une fin de vaccination avant, en tout cas après l'été, et idéalement, il faudrait tout faire pour essayer d'accélérer encore plus, surtout qu'un des vaccins attendus, à savoir AstraZeneca, prend un peu de retard. Et donc, vous voyez qu'il y a vraiment un planning qui est fait en fonction du type de personne, en fonction également des vaccins qui sont disponibles. À Saint-Luc, nous sommes un hôpital, un hub, donc c'est-à-dire que nous avons des moins 80, donc on a déjà reçu les vaccins Pfizer à moins 80, qui sont distribués de Saint-Luc vers beaucoup de maisons de repos, grâce d'ailleurs à un travail conséquent et même formidable de la pharmacie, on ne les cite pas souvent, et donc a priori, nous serons nous également, donc membres du personnel de Saint-Luc, vaccinés avec le vaccin Pfizer, vu que nous avons les congélateurs et toute l'infrastructure pour pouvoir les avoir. Les hôpitaux qui n'ont pas des moins 80, eux, a priori, recevront les vaccins Moderna qui se conservent à moins 20 degrés. Et donc, ce sont des congélateurs qui sont beaucoup plus accessibles et beaucoup plus fréquents. Alors, nous allons passer en revue les questions et on va le faire donc en équipe. Alors, une des questions qui revient très fréquemment, c'est le fait que le vaccin a été produit rapidement. Donc, comme on l'a vu, il y a beaucoup de raisons à ça. Donc, l'année, je ne vais pas revenir là-dessus. Et donc la question c'est, mais les effets secondaires à long terme. Alors c'est important de rappeler que plus de 95%, donc plus de 95% des effets secondaires liés au vaccin surviennent dans les 6 semaines. Ces 6 semaines, évidemment, on a ce recul. C'est pour ça qu'il fallait d'ailleurs, pour les premières analyses, avoir au moins 2 mois de recul par rapport aux premières doses. Ici, comme je vous le disais, la phase 3 a débuté en juillet. Nous sommes au mois de janvier. Donc ce recul, nous l'avons. Et pour rappel, dans la vie réelle, entre guillemets, eh bien, la vaccination a débuté en particulier en Grande-Bretagne début décembre. Donc on est déjà aussi à plus de 1 mois. Alors le risque théorique d'effet indésirable, très rare. Donc on estime très rare à 1 sur 100 000. Il existe, mais comme l'a précisé Jean-Cyr Riombi, déjà dans les 2 grosses études, et Pfizer et Moderna, le nombre de patients était déjà très très important. 40 000 dans une étude, 30 000 dans l'autre, en sachant que la plupart du temps, dans les études pour les vaccins, on tourne aux alentours de 3 000, 5 000. Alors, il n'empêche que tous les médicaments, dès qu'ils sont mis sur le marché, ainsi que tous les vaccins, sont soumis à un suivi très strict, donc la poursuite d'un contrôle, donc vraiment comme pour n'importe quel médicament. Donc il y a tout un système de pharmacovigilance qui est mis en place. Il y a un réseau européen de surveillance et aux États-Unis, il y a un réseau américain. Et je trouvais que c'était intéressant de reprendre aussi dans l'histoire des vaccins, en fait, quels sont ces fameux effets secondaires tardifs qui ont été décrits. Alors très brièvement, il y a eu les plus gros incidents qu'il y a eu dans les années 50, 60, c'était avec les vaccins contre la polio, où là, ça n'avait entre guillemets rien à voir avec un effet secondaire, c'était des problème dans la préparation du vaccin. Donc il y a eu une erreur de préparation, on appelle ça le scandale de la firme, donc le scandale Cutter. Donc, avec l'introduction d'un virus polio vivant et non vivant atténué. Et donc, suite à ça, il y a déjà eu tout un effort logistique pour essayer qu'il y ait un meilleur système de régulation. Et toujours avec le vaccin de la polio, dans les années 50 et 60, il y a eu une contamination d'un lot de vaccins par un virus simien qui était lié à la technique à l'époque de préparation du vaccin. Donc ça, effectivement, ce sont des dégâts collatéraux liés au vaccin, mais donc vous voyez que là, on n'est même pas dans une notion d'effet secondaire non prévisible, c'est une erreur, une contamination des vaccins. Depuis lors, évidemment, les systèmes de régulation et de contrôle sont beaucoup plus stricts. Et puis, ce qui est repris en vert, ce sont toutes les suppositions. À un moment donné, on a parlé d'un vaccin contre la grippe porcine et du Guillain-Barré. De façon rétrospective, par la suite, il y a eu plein d'analyses, de méta-analyses, et au final, cette association n'a pas été confirmée. Même chose avec les vaccins contre l'hépatite B et la sclérose en plaques. Même chose avec les vaccins contre le méningocoque,
dans les années 2000, avec également le syndrome de Guillain-Barré. Donc toutes les études qui ont été faites par la suite, les revues de dossiers, etc., n'ont pas permis d'incriminer le vaccin dans la survenue de ces événements. Le seul effet prouvé, et vous connaissez probablement, c'était avec un des vaccins contre le rotavirus qui a été commercialisé en 98. Et très rapidement, il y a eu chez des petits-enfants quelque chose que je n'arrive jamais à prononcer, des intussusceptions. Et donc là, effectivement, le vaccin a été rapidement retiré du marché. Et enfin, on a longtemps parlé de l'effet du Pandemrix, donc en 2009, et de narcolepsie. Alors là, je l'ai mis en grisé parce qu'en fait, les études sont contradictoires, à savoir que c'est la Suède qui a alerté sur une incidence un peu plus élevée de narcolepsie, en particulier chez des adolescents. Ça a été retrouvé également dans d'autres pays nordiques, en particulier la Finlande, mais des études américaines et d'autres européennes n'ont pas, au final, montré ou mis en évidence de lien. Donc ça reste un point d'interrogation avec quelque part un effet, enfin des études qui sont contradictoires. Tout ça pour dire et pour rappel que sur plusieurs centaines de millions de doses de vaccins administrés chaque année, eh bien, on peut continuer à dire que les vaccins sont sûrs et que donc ici, par extrapolation, même si on ne pourra pas le garantir à 100%, ça c'est clair, mais a priori, il n'y a pas, ou en tout cas très très peu de risques, et c'est à mettre en balance avec tous les avantages que l'on a décrits par rapport au vaccin dans la lutte contre cette pandémie. Alors, la surveillance, elle est mondiale, elle est également présente en Belgique, donc nous serons tenus d'informer pour tout effet secondaire, donc même un effet secondaire banal, la FMPS, donc il y a tout un processus pour pouvoir pour déclarer la pharmacovigilance, et donc nous aurons accès, donc ça c'est tout à fait public, il y a sur le site de la FMPS un aperçu hebdomadaire des effets indésirables des vaccins, donc c'est tout à fait transparent. Alors parmi les autres questions, c'est si on a une maladie concomitante. Ici je vais parler d'une maladie concomitante aiguë, donc il est clair comme pour toute vaccination que si on présente de la fièvre, si on a une infection aiguë, eh bien on va attendre de passer ce cap avant de se faire vacciner. Mais ça, c'est comme pour tous les vaccins. Par contre, si on a juste un petit peu, j'ai envie de dire, le nez qui coule, eh bien ça ne doit pas retarder. Une autre question, c'est les anticoagulants, donc les personnes qui sont par exemple sous Synthron ou sur les nouveaux anticoagulants. À l'heure actuelle, il n'est pas recommandé de faire le vaccin en sous-cutané, il n'y a pas les données, donc c'est en intramusculaire. Et donc si la personne est bien contrôlée, si elle a un INR qui est bien stabilisé entre 2 et 3, et donc on dit en dessous de la valeur supérieure qui est recommandée, eh bien on peut vacciner en intramusculaire, mais par contre on prendra une aiguille plus fine et surtout on fera une compression plus longue, donc à savoir minimum 2 minutes. Parmi les questions, il y a la grossesse. D'un point de vue théorique, par rapport au fonctionnement de l'ARN messager et des vaccins ARN messager, il est très peu probable que ces vaccins présentent un risque pour les femmes enceintes. Au niveau des études préalables qui ont été faites sur les animaux, il n'y a pas de tératogénicité. Et il faut savoir que dans les études Pfizer et Moderna, il y a eu 40 et 20 grossesses inattendues, et donc avec aucun événement indésirable qui n'est survenu. Et donc en conclusion, les États-Unis estiment que on doit laisser le choix. Donc ça n'est pas une contre-indication, mais donc il faut laisser le choix aux femmes enceintes en fonction de la balance bénéfice-risque. Par exemple, une femme qui est enceinte mais qui travaille en première ligne, d'ailleurs il y a eu des médecins et des infirmières aux États-Unis enceintes qui ont posté des photos d'elles se faisant vacciner. Donc il n'y a pas de résultats spécifiques et d'études spécifiques, mais ça n'est pas une contre-indication. Par contre, le principe de précaution, si une femme désire être enceinte, eh bien on recommande, et ça c'est un peu comme pour tous les autres vaccins également, d'attendre environ 2 mois par précaution après le vaccin. La fertilité, juste très rapidement pour dire,
il n'y a pas d'impact sur la fertilité, mais on le dit parce que c'est parmi les questions qui reviennent fréquemment. Concernant les comorbidités, donc comme l'a bien rappelé Jean-Cyr Yombi, eh bien justement, ce sont les personnes qui ont en particulier ce type de comorbidité qui sont les plus à risque. Et donc, en fonction des différentes études, il y a des données, certes pas un nombre très important, mais il y a quand même des données. Et donc, il y a clairement un bénéfice à se faire vacciner si on est obèse, si on est diabétique, si on est asthmatique, si on a une pathologie cardiaque ou si on est hypertendu. Alors, par rapport aux personnes qui sont déjà Covid, donc qui vont recevoir le vaccin, mais qui l'ont déjà fait, eh bien, le profil de sécurité, donc le fait d'avoir reçu une dose de vaccin alors qu'on avait déjà le Covid, eh bien, il n'y a aucun danger, ça n'a pas induit une réaction inflammatoire particulière ou immunitaire particulière. Donc ça, c'est pour le profil de sécurité. Maintenant, faut-il faire le vaccin si on a déjà eu la Covid? Donc dans les études, eh bien, il y avait donc un pourcentage, en particulier Moderna, je pense que c'était 2% de personnes qui étaient déjà séropositives. La question peut en effet se poser, comme l'a rappelé Julien, comme l'ont rappelé Julien et Jean-Cyr, à l'heure actuelle, on pense que l'immunité naturelle est de plus ou moins 8 mois, ce sont les dernières publications que l'on a pu avoir. Et donc, le fait d'aller vacciner les personnes qui ont déjà fait le Covid, vous allez quelque part prolonger l'immunité. Donc, il n'y a pas de contre-indication, mais on pourrait se poser la question de priorité. Et donc, effectivement, si quelqu'un l'a déjà eu, peut-être qu'il ne doit pas être prioritaire, mais il n'est pas prévu à l'heure actuelle, dans quasi, je pense, aucun programme vaccinal, de faire une sérologie avant de faire le vaccin. Donc, en tout cas, il n'y a pas de danger à faire le vaccin. On peut éventuellement le retarder, mais le faire ne va faire que prolonger l'immunité. La seule chose, c'est que si vous êtes en train de faire votre Covid, là, il faut quand même attendre 14 jours, c'est-à-dire en gros la durée de la quarantaine. Les maladies auto-immunes, question fréquente, il y a toujours une certaine anxiété à les personnes qui ont des maladies auto-immunes à se faire vacciner. Pourquoi? Parce que les vaccins stimulent une réaction immunitaire et inflammatoire. Maintenant, ce risque théorique n'a en fait pas été observé avec un vaccin et donc il n'y a pas à l'heure actuelle de contre-indication à la vaccination pour autant. Et de nouveau, c'est la même chose qu'avec les autres vaccins, que la maladie auto-immune soit stabilisée. Concernant les immunodéprimés, donc il y avait un faible pourcentage de personnes séropositives, mais stables dans les études de vaccins ARN messagers. Ça reste un faible pourcentage, mais donc pour lequel il n'y avait pas plus d'effets indésirables. Et donc, a priori, de nouveau, ça n'est pas un vaccin vivant. Donc les vaccins vivants atténués sont contre-indiqués chez les personnes immunodéprimées. Ici, ça n'est pas un vaccin vivant. Et donc, par extension, comme avec les autres vaccins, on peut vacciner les personnes avec les vaccins ARN messagers. La seule grande question, c'est est-ce que cela sera aussi efficace chez les personnes immunodéprimées que les personnes non immunodéprimées? Ça, nous n'avons pas la réponse. Ça, je vais passer parce que Jean-Cyr en a parlé. La protection vaccinale, on en a parlé. Et si on n'a eu qu'une dose, on en a parlé. Alors, pour clôturer, tu clôtures pour les variants? Donc, pour les variants, juste rappeler, pour y arriver, donc les vaccins sont dirigés contre la protéine S, et comme dit tout au début, la protéine S, c'est vraiment la clé. C'est celle qui va aller se fixer dans le récepteur du virus. Quand on a un développement d'anticorps, il y a plusieurs sortes d'anticorps qui se mettent en place. Et donc, ce sont les DIA, et je les remercie, des professeurs Lucas et Couli. Et donc, il se pourrait, donc il y a certains anticorps qui vont empêcher l'entrée du virus, d'autres anticorps qui en fait n'empêchent pas l'entrée du virus. Et de fait, si à un moment donné, la protéine S, vous voyez ici, il y a des petits points blancs, est mutée, ou en tout cas présente des différences, donc suite à la mutation, une certaine différence au niveau de sa morphologie, eh bien oui, il se pourrait qu'il y ait un anticorps, une sorte d'anticorps qui soit moins efficace. Mais
a priori, d'autres anticorps seront efficaces. Pourquoi? Parce que la protéine, de nouveau, le virus n'a pas intérêt à complètement modifier sa protéine S, parce que sinon, ça va simplement le bloquer dans sa contagiosité et dans son infectivité. Donc, c'est un risque théorique, mais qui, a priori, est faible, et au pire des cas, si maintenant la conformation de la protéine changeait complètement, on peut imaginer, avec en tout cas la technique d'ARN messager, comme ce serait simplement alors donner une nouvelle recette, en tout cas une nouvelle photocopie de la recette, eh bien les firmes ont déjà dit qu'elles seraient capables de produire un nouveau vaccin dans les 6 semaines. Mais donc ça c'est purement théorique. À l'heure actuelle, il n'y a pas de raison de penser que le vaccin ne sera pas efficace, d'autant plus que suite à l'apparition de ces variants britanniques et sud-africains, une des mutations que l'on retrouve sur les deux variants, c'est la N501Y, eh bien, on a déjà un préprint, donc une publication non reviewée, mais donc qui est déjà accessible, où ils ont pris le sérum de 20 personnes vaccinées par le vaccin de Pfizer-BioNTech, et donc, avec ce sérum-là et ces anticorps-là, ils ont réussi à neutraliser de façon tout à fait similaire les virus non mutés et le virus muté. Bon, ça n'était qu'une mutation, mais c'était une des mutations qui inquiétait. Voilà, donc si vous avez d'autres questions, nous sommes disponibles. Avant de répondre à vos questions, il y a aussi d'autres petites précisions pratiques, par exemple, où on demande, tiens, est-ce qu'on peut vacciner avec 2 vaccins, changer un vaccin, passer à l'autre? Pour le moment, on ne le fait pas. Il faut se vacciner avec le même vaccin à la première et à la deuxième dose. L'autre question aussi que souvent les gens disent, est-ce qu'il faut absolument se vacciner, par exemple pour Pfizer à J1, J21 ou pour Moderna, à Saint-Luc ce ne sera pas, mais dans d'autres endroits, Moderna J1, J29, c'est préférable, mais on tolère des petites différences de plus ou moins 4 jours qui pourraient être acceptables. L'autre chose, c'est de dire, mais tiens, si j'ai un vaccin que je devrais faire, combien de temps je pourrais attendre entre ma vaccination et l'autre vaccin? On dit qu'on pourrait attendre à peu près 2 semaines, c'est-à-dire 14 jours, pour autant que ce ne soit pas un vaccin qui vous empêche d'être dans une situation d'urgence. Donc, on essaye d'attendre 14 jours entre les vaccins Covid et un autre éventuel vaccin. Donc, c'est toutes des petites choses qu'on devrait vous préciser. L'autre chose qu'on devrait vous préciser, c'est qu'en termes pratiques, pour des raisons que Léla et Julien ont expliqué, les problèmes de réaction anaphylactique, quand on vous vaccine, il faudra un minimum de surveillance. Pour des gens qui n'ont pas de réaction allergique connue, on conseille d'attendre une quinzaine de minutes, et ceux qui pourraient avoir une réaction allergique, on devrait prolonger cette surveillance jusqu'à 30 minutes. Pourquoi? Parce que quand on a vu les réactions anaphylactiques, la majorité arrivait à 13 minutes et il y avait à peine 14% des gens qui avaient fait une réaction après une demi-heure. Donc, vous saurez que lors de la vaccination, on ne va pas arriver, se faire vacciner et dire on s'en va tout de suite. Il y aura un minimum de surveillance qui sont nécessaires pour les raisons qu'on vient de mentionner. Voilà, nous sommes maintenant à l'écoute pour répondre à vos questions. Merci beaucoup. Parmi les questions, alors, il y avait la question, les personnes vaccinées munies par exemple d'un passeport vaccin seront-elles encore obligées de subir un test PCR pour se déplacer et voyager? Ben ça, a priori, on ne le sait pas. Il n'y a pas encore cette notion de passeport vaccinal. Donc, les personnes vaccinées, clairement, ben, comme il y a toute une surveillance, oui, ça sera mis dans le dossier médical, mais on ne sait pas du tout pour la suite. Puisqu'on n'a pas encore de données de transmission, la raison pour laquelle on fait des frottis de PCR, c'est pas surtout dans des voyages pour vous empêcher d'être malade, c'est pour empêcher la transmission. À l'heure actuelle, on vous a dit, on les aura probablement, mais pour l'instant, on n'a pas de données sur la transmission. Comme je vous ai dit, les formes asymptomatiques peuvent transmettre le virus, même si ça a un moindre degré, donc sans mesure de barrière. Je ne pense pas tant qu'on n'aura pas ces données, qu'on va lever cette notion de PCR. Ce qui risque aussi d'arriver, c'est que les compagnies, c'est aléatoire, mais si les compagnies commencent à exiger à être vaccinées, ça c'est autre chose. Donc c'est une autre discussion. Il y
Il y avait une question posée sur la grossesse, ça Leïla y a répondu, mais aussi sur l'allaitement. Donc en ce qui concerne l'allaitement, il n'y a pas de données spécifiques actuellement, mais il n'y a pas de raison de penser par contre que le vaccin poserait problème en cas d'allaitement. Et donc le CDC par exemple propose aux femmes de choisir, mais ne contraindique certainement pas le vaccin chez les femmes qui allaitent. Et puis ce qui est important, c'est une discussion entre la femme enceinte et son obstétricien. C'est super important de retenir ça parce que la gestion des effets secondaires, comme on a dit, même s'ils sont locaux, ça c'est facilement gérable, mais les effets secondaires systémiques type fièvre, la gestion de la fièvre chez une femme enceinte est complètement différente. C'est pas comme chez une femme qui n'est pas enceinte. Donc l'obstétricien doit avoir eu cette discussion avec sa patiente pour gérer la fièvre, parce qu'on sait que la fièvre en elle-même peut, et on a nos obstétriciens qui pourront nous donner les conseils, peut en elle-même être un peu problématique pendant la grossesse. C'est important de rappeler ça aussi. Marco nous demande pourquoi le taux de vaccination est si lent en Belgique par rapport aux autres États membres de l'Union européenne. Pourquoi le déploiement de la vaccination est si lent en Belgique par rapport à d'autres pays de l'Union européenne. Si Leïla ou Jean-Cyr, vous avez une réponse. Bon, voilà, ça a été débuté seulement officiellement le 5 janvier. C'est lié aussi à une notion d'approvisionnement. C'est quand même toute une gestion, une organisation, avec entre autres aussi un vaccin, le premier qui est arrivé, qui se conserve à moins 80. Donc, il fallait toute une organisation avec les hôpitaux. Maintenant, voilà, on espère que ça va en effet s'accélérer et ça va dépendre des différents arrivages et voilà. Donc, oui, on espère que ça va aussi s'accélérer à tous les niveaux. On a vu un titre dans le soir tout à l'heure qui dit « La Belgique met le pied sur l'accélérateur ». Donc, il n'est jamais trop tard de bien faire en tout cas. Mais on est tous conscients qu'il faut vraiment accélérer cette vaccination par rapport aux incertitudes d'une troisième vague ou d'un variant qui pourrait entraîner une troisième vague. Donc, tout le monde est conscient qu'il faut accélérer la vaccination et je pense que tout est fait maintenant pour accélérer ce processus. Alors, M nous rapporte qu'on lui pose souvent la question de savoir s'il n'y a aucun risque que l'ARN ne s'intègre dans l'ADN via une reverse transcriptase. Mais c'est la discussion qu'on a souvent. D'abord, la reverse transcriptase n'est pas une propriété logiquement des êtres humains parce que on a discuté, il y a certains virus qui ont la reverse transcriptase. Maintenant, ce qu'on a aussi dit, c'est qu'on ne met qu'un brin d'ARN qui a des difficultés à être rétrotranscrit parce qu'en fait, il ne se retrouve, sa lecture se fait en dehors du noyau. Donc le fait qu'on n'a pas cette transcriptase inverse, c'est peu probable. Et même si elle se répliquait, ce n'est pas le virus, ce n'est qu'un fragment de virus. L'autre chose qu'il faut savoir, c'est parce qu'il y a eu des vidéos qui ont dit qu'on avait des rétrovirus endogènes. Il faut savoir que le génome humain a à peu près 5 à 8% de génome viral. 1% pourrait être dû à des rétrovirus endogènes, mais ces rétrovirus endogènes sont à l'état dormant. Et ce qu'on a décrit avec certains virus où ils ont été répliqués parce qu'il y avait une déméthylation, ça a été fait avec des virus entiers et ce n'est pas avec un brin d'ARN. Donc tout ça est peu probable. Et donc voilà, c'est pour ça qu'on dit finalement que cette notion d'abord d'un brin qui se détruit rapidement, où on n'a pas de propriété de rétrotranscription, et même nos rétrovirus endogènes qui sont complètement à l'état dormant, on voit mal comment ils pourraient être stimulés de façon à ce qu'ils expriment leur rétrotranscriptase inverse. Donc, tous ces mécanismes-là rendent vraiment improbable, quasi impossible, cette rétrotranscription. Voilà. Deux questions qui se rejoignent. Comment et quand va s'organiser la vaccination à Saint-Luc? Donc, question un peu plus pratique. Et allez-vous donner le nom des personnes vaccinées à quelqu'un, firme pharma ou gouvernement? Donc, quand on est en train de préparer, en fait... Donc vous êtes au courant que plusieurs médecins, dont nous, on avait demandé à accélérer un petit peu par rapport aux soignants. La problématique, c'est que donc, comme la priorité
qui initialement étaient les maisons de repos et les soignants, a été modifié en début de programme pour les maisons de repos. Et donc, les hôpitaux qui recevaient les doses de vaccin devaient garder, ça ce qui est logique, la dose du J1 et la dose du J21. Maintenant, ce qui va permettre d'accélérer, et c'est ce qu'on attend, c'est ce que la pharmacie attend, si on a bien la garantie que toutes les doses qui sont prévues, toutes les arrivages de vaccins qui sont prévus arrivent bel et bien en temps voulu et que donc on peut garantir qu'on va recevoir les deuxièmes doses pour les personnes qui ont déjà reçu la première dose, eh bien on pourra, si vous voulez, utiliser les doses que l'on a déjà maintenant, qui sont mises de côté pour la deuxième dose des Home, pour commencer la campagne de vaccination aussi à Saint-Luc. Et donc, voilà, ça, on attend ça cette semaine. Donc, peut-être qu'on commencera déjà fin de semaine prochaine ou la semaine prochaine. Alors, je vous disais, vous avez tous un dossier médical qui est lié à notre numéro d'identification nationale. Donc, effectivement, il sera indiqué que vous avez le vaccin. En aucun cas, ces données ne sont transmises aux firmes pharmaceutiques. C'est un dossier médical, c'est quelque chose qui est privé, qui est réglementé. Et donc, les firmes n'ont pas à savoir qui a reçu quel vaccin ou qui n'a pas reçu le vaccin. Toujours dans la question du... Oui, peut-être pour ajouter, on a déjà les réunions à Saint-Luc de préparation de vaccination se font. Donc, on a déjà une deuxième réunion, il y a une troisième demain. On a déjà plus ou moins, on organise comment la vaccination va se faire. Donc, tout ça est en cours et vous sera communiqué par les responsables de l'hôpital. C'est en bonne voie de préparation, ça s'organise et donc on va communiquer comment ça se passera donc, dans les jours qui viennent. Voilà. Et donc, un peu dans le même ordre d'idée, Marie-Christine demande s'il y aura des soignants prioritaires. Oui, donc ça c'est en cours d'élaboration, mais il y aura un plan en fonction du risque. On a déjà... Bon, c'est clair que quand vous regardez les données de risque, les soignants sont à risque, mais dans les soignants, en tout cas le personnel soignant, il y a des groupes à risque. Ce n'est pas simplement celui qui soigne un malade, c'est tout le monde qui est au contact du patient qui va être dans les groupes à risque prioritaire. Donc, les gens, la vaccination est d'abord sur base volontaire et c'est pour ça que nous encourageons les gens à se vacciner. Mais ce n'est pas parce qu'on est volontaire qu'on sera dans le premier wagon. On va définir une stratégie, une politique de vaccination en fonction du risque encouru par rapport à nos activités à l'hôpital. Et donc, c'est d'abord ceux qui seront en contact avec les patients. Je dis bien en contact avec les patients. Ça ne veut pas dire le terme soignant. C'est soignant au sens large, parce que parfois on entend par soignant, on réduit le spectre, mais c'est tout personnel en contact d'un malade qui va faire partie du premier train qui va être prioritaire. Et donc on a défini 3 groupes qui vous seront aussi communiqués au fil du temps. Donc tout ça en bonne voie de réflexion. Il y avait la question sur les paralysies faciales. Oui, donc on nous demande ce qu'on sait des paralysies faciales. C'est vrai qu'il y a eu quelques cas rapportés dans les études. Oui, vas-y, Julien. Non, je vous laisse enchaîner. Non, vas-y. Mais globalement, c'était que quelques cas, et quand on regarde l'incidence, elle n'était pas forcément beaucoup plus élevée que l'incidence de cette pathologie qui n'est pas rare. Vous avez peut-être plus d'éléments, pas rares dans la population générale, je veux dire. Il y a, oui, pour plus de détails, il y en avait dans le Pfizer, vous en avez 4 paralysies faciales dans le groupe vacciné et 0 dans le groupe placebo. Et dans le Moderna, il y en avait 3 dans le groupe vacciné et 0 dans le groupe placebo. Vous voyez que c'est très faible et il ne faut pas oublier que la maladie Covid en elle-même, les virus en elles-mêmes sont responsables des affections avec les paralysies faciales. Ce qu'on dit à l'heure actuelle, effectivement, si un patient est dans un groupe à haut risque de développer une maladie sévère, ça doit être discuté avec lui, mais on ne considérait pas que ces paralysies faciales étaient liées à la vaccination. Voilà ce qu'on a comme données à l'heure actuelle. Alors, comme question, est-ce que toutes les vaccinations à Saint-Luc se feront avec le vaccin Pfizer? En tout cas, entre Pfizer et Moderna, ce sera Pfizer. Pourquoi? Parce que, comme je l'ai expliqué, ici, nous avons les congélateurs à moins 80. Certains hôpitaux n'ont pas les congélateurs à moins 80, n'ont que les moins 20. Et donc, par facilité, en fait, les hôpitaux qui ont commencé et qui ont mis tout en place avec toute la logistique pour les moins 80 continueront avec le moins 80, donc le Pfizer. Et les hôpitaux qui n'ont pas encore eu de vaccin ARN messager, eh bien, eux recevront le Moderna.
Et le troisième vaccin dont je vous disais qui devrait arriver, c'est le AstraZeneca, mais le dossier n'est pas encore soumis à l'EMA, donc il n'y a pas encore d'autorisation. Et donc, quand ce vaccin sera disponible, ben ça, voilà, on ne sait pas du tout l'implication directe que cela aura. Mais donc, à l'heure actuelle et pour les prochaines semaines, à Saint-Luc, en tout cas, c'est le Pfizer. La question aussi qui est posée de la vaccination chez les enfants. Donc, pour ce qui concerne les enfants, on n'a pas encore de données publiées. Il y avait quelques patients inclus dans certaines des études, notamment l'étude Pfizer, mais les données n'ont pas encore été rendues publiques et c'est en cours d'évaluation. Donc, pour l'instant, il n'est pas question de vacciner les enfants. Alors, une question qui revient souvent, c'est peut-on choisir son vaccin? Donc, de nouveau, on ne peut choisir que si on a le choix. À l'heure actuelle, c'est le Pfizer qui est ici. Donc, en tout cas, pour les membres du personnel de Saint-Luc, ce sera le Pfizer. En tout cas, si on veut se faire vacciner dans les premières phases de la vaccination. Je vous disais, les autres hôpitaux qui n'ont pas le Pfizer auront le Moderna. Et puis, peut-être que oui, dans 6 mois, on peut imaginer que s'il y a à la fois le Pfizer, à la fois le Moderna, à la fois l'AstraZeneca et peut-être encore un autre, qu'une personne, ou peut-être qu'en fonction de résultats d'études qui diront tel vaccin est plus efficace dans tel sous-groupe de population, qu'on pourra alors cibler différemment. Mais donc, à l'heure actuelle, le choix reste très limité. Et en tout cas, pour les membres du personnel des différents hôpitaux, ce sera en fonction de ce qu'a l'hôpital, mais il n'y a que 2 choix, ou le Pfizer ou le Moderna, qui, ceci dit, se ressemblent terriblement, tant en termes d'efficacité qu'en termes d'effets secondaires. On nous demande s'il faudra se revacciner chaque année, comme pour le vaccin de la grippe. Donc il faut bien comprendre pourquoi on se revaccine chaque année pour la grippe. La grippe est un virus qui change beaucoup, qui mute, qui se recombine. Ce n'est pas le cas du coronavirus. Bon, on parle beaucoup des mutations actuellement, mais c'est quand même un virus très stable. Donc il n'y a pas de raison de penser que chaque année soit une nouvelle souche de SARS-CoV-2 qui émerge. Ça, c'est assez clair. Par contre, est-ce qu'il faudra se revacciner? Ça dépendra des études d'efficacité à plus long terme dont on ne dispose pas pour l'instant, et ça dépendra aussi de l'évolution, on va dire, de la circulation du virus par la suite. De membres du personnel qui a déjà fait le Covid. Il faut aller regarder en détail. De mémoire, sans être absolument précis, vous m'en excuserez. Moi, j'avais l'impression qu'à la première phase, il y en avait entre 170 et 200. En tout cas, l'étude vaccinale que moi j'ai vue, les gens qui avaient eu testé positif pour une sérologie. L'étude sérologique qui avait été vue, il y en avait 250 qui avaient des anticorps positifs. Donc voilà, c'est tout ce que je peux dire. Mais à la deuxième phase, il y a eu beaucoup. Donc en fait, voilà, il faut demander aux ressources humaines qui pourraient vous dire le chiffre exact. Je pense qu'il y en avait quand même beaucoup plus que 500. Voilà. Mais il faut demander à l'ARECH, aux autorités de l'hôpital qui connaissent les chiffres en fait. Il y avait une question qui demandait pourquoi il y avait les 2 mois avant d'envisager une grossesse. Effectivement, d'un côté, on dit qu'on peut faire le vaccin si on est enceinte, d'un point de vue théorique, et donc la Société américaine d'obstétrique ne le contre-indique pas. La notion des 2 mois est une notion, je pense, tout à fait théorique et arbitraire, telle que c'est recommandé parfois pour certains vaccins, mais il n'y a pas de données spécifiques pour dire ça. Donc voilà, ce sont les recommandations du CDC, mais qui, je suis d'accord, sont un peu contradictoires avec le fait de dire vous pouvez quand même faire le vaccin si vous êtes enceinte, mais si vous avez un désir de grossesse, vous devez attendre 2 mois. Il faut savoir que dans les études qui ont été faites, il n'y avait pas de test de grossesse qui était obligatoire. Donc, on a découvert un certain nombre de femmes enceintes dans les études de Pfizer. Il y avait à peu près 23 grossesses dans l'étude de Pfizer
et dans le groupe de Moderna, il y en avait 12 grossesses. Certaines femmes ont découvert pendant l'étude qu'elles étaient enceintes. Donc, voilà. Mais c'est des données qui ne sont pas énormes pour pouvoir tirer des conclusions. Voilà. Je pense que c'est une prudence qui est recommandée. Mais ça reste encore une discussion, comme j'ai dit, de la patiente avec son obstétricien. Voilà. Mais... On nous demande si le personnel aura le choix de se faire vacciner ou non. Oui, on espère vous avoir convaincu ou y contribuer en tout cas, mais en tous les cas, oui, chacun reste libre de faire ou non le vaccin. Il n'est pas question de l'obliger, de le rendre obligatoire. Effectivement, Julien, il n'y a pas de raison qu'en tout cas au niveau national aujourd'hui, le vaccin soit sur base volontaire, qu'au clinique, le vaccin devienne obligatoire. Donc, le vaccin va se faire sur base volontaire. En tout cas, les vaccins, que ce soit dans l'Union européenne, les vaccins ne sont pas... Le vaccin de la Covid n'est pas encore obligatoire, donc voilà. Alors, on repose la question si le vaccin est efficace contre la variante d'Angleterre. Donc, comme expliqué dans les... D'ailleurs, on les voit encore dans la dia qui est ici. A priori, oui. Alors, de nouveau, tout va très vite avec le Covid, donc il faut rester toujours très prudent. Mais a priori... Les premières données que l'on a montrent que le vaccin sont efficaces parce que, pour rappel, le vaccin va cibler la fameuse protéine S qui est vraiment la clé pour la serrure du virus, et donc le virus n'a pas vraiment intérêt à aller modifier complètement cette clé. Il pourrait être alors moins facilement contagieux. Mais donc j'insiste aussi sur le fait qu'au pire du pire, si dans les mois qui viennent, il y a une souche complètement différente, la technique en tout cas des vaccins ARN messagers permettrait de produire des vaccins qui sont adaptés. Mais donc à l'heure actuelle, il n'y a pas de raison de penser que les vaccins ne sont pas efficaces contre les nouvelles variantes. Ce qu'il faut aussi préciser, c'est la grosse crainte de ce variant, c'est surtout sa transmissibilité. Donc, il faut se dire que si tu as un variant qui se transmet aussi vite, si on se retrouvait dans une situation où il arrive, on pourrait repartir pour une vraie troisième vague, en sachant bien aussi que quand on vaccine les gens, le vaccin n'a pas un effet post. Si vous êtes déjà en contact avec le virus, le vaccin ne va pas vous protéger pour développer la maladie. Donc, c'est pour ça qu'il est intéressant de vacciner quand on est à un niveau faible, de façon à pouvoir avoir une protection chez la majorité des gens. Et même si ce virus, on dit qu'il se transmet beaucoup, qui ne semble pas donner des formes légères, mais si vous l'étendez à l'ensemble de la population et dans une population qui n'est pas suffisamment vaccinée, vous risquez d'avoir un nombre de gens qui sont fragiles, qui vont être malades, et donc vous aurez in fine quand même une casse qu'on pourrait voir arriver. Donc, d'où l'importance. La crainte est surtout à ce niveau. Pour le moment, la crainte ne se situe pas au niveau de l'efficacité vaccinale. Il y a quelqu'un qui pose la question des 70% de couverture vaccinale pour atteindre l'immunité collective. Donc, ça dépendra des données sur la transmission du virus dont on ne dispose pas encore. Si effectivement la vaccination empêche le virus ou diminue nettement la transmissibilité du virus, alors effectivement 70% de personnes vaccinées permettront d'éteindre l'épidémie. Par contre, évidemment, même si le virus circule encore, si on a pu par ailleurs vacciner les personnes les plus fragiles, et ainsi diminuer le risque qu'il fasse une forme sévère, on aura déjà gagné sur ce plan-là, et ça c'est clair et net, c'est bien démontré. La deuxième question, celle de la diminution de la transmission, mais les données devraient suivre rapidement. Mais c'est important aussi parce que Léla a précisé ça, mais c'est peut-être passé inaperçu, c'est que effectivement les chiffres qu'on donne de 70% tiennent compte du taux de reproduction, c'est-à-dire que quelqu'un qui est malade, à combien de personnes il va donner, il va transmettre la maladie. Ça tient compte déjà de la population qui a déjà peut-être développé une immunité et de l'efficacité vaccinale. Vous comprenez donc que si vous avez une souche qui commence à avoir une transmission beaucoup plus élevée, le R0 ne sera plus, comme on l'a calculé en Belgique, en tout cas pour le Covid, comme on l'a calculé, qui est de l'ordre de 2,5 à 3,5, il peut être beaucoup plus élevé. Et s'il est plus élevé, ça va nécessiter, l'avantage c'est qu'on a des vaccins très efficaces, mais ça va aussi nécessiter un niveau de personnes à vacciner qui va être plus élevé. C'est en ce sens-là encore en plus que cette variante peut être problématique.
Donc on demande où peut-on trouver les groupes à risque pouvant bénéficier de la vaccination prioritairement. Donc si vous allez sur le document, donc sur Info Coronavirus, vaccination, il y a tout le document de la Task Force Vaccination où les différents groupes à risque sont repris. Donc, et les différentes phases également sont reprises. Donc on nous redemande quand on va commencer chez nous en disant que certains hôpitaux du Hainaut commencent lundi. Donc je vous disais, on attend une confirmation, mais ça la pharmacie l'aurait expliqué mieux que moi, sur un arrivage de vaccins. D'un point de vue théorique, c'est prêt, donc on y travaille. Il y a toute une équipe aussi au niveau de la stratégie qui travaille depuis avant les congés. Donc vous aurez, d'un point de vue pratique, il va y avoir un formulaire qui va être envoyé sur intranet pour demander déjà aux personnes qui souhaitent être vaccinées qu'elles puissent s'inscrire. Ça va se faire par différentes phases en fonction aussi des groupes prioritaires qui sont plus prioritaires entre guillemets que d'autres, et donc il y aura donc après ça va être plutôt un genre de stratégie, parce que vous imaginez bien qu'il va y avoir un nombre assez important de personnes pour l'organiser. Mais donc si on a en tout cas la confirmation, on pourrait envisager de commencer en tout cas avec un petit nombre de personnes d'ici fin de la semaine prochaine, mais on espère que ça ne saurait tarder. Et puis la certitude de commencer lundi n'est pas tout à fait sûre, parce que quand on discute avec d'autres collègues infectiologues, et comme ça fait la boucle de tous les collègues infectiologues d'expression française, on va dire ça comme ça, ou de francophone si vous voulez, aucun d'eux n'est certain que c'est lundi que ça commence. Donc c'est quand même lundi avec entre les guillemets. Et donc, on nous demande qui s'en occupera, etc. Donc, évidemment, c'est toute une organisation. C'est pas laissé au hasard. Il y aura un médecin qui sera présent. Il y aura plusieurs infirmières. Il y aura un circuit pour entrer dans le local, sortir du local. Il faut une surveillance, on l'a dit, de 15 à 30 minutes. Donc, tout ça ne s'improvise pas et tout ça est en train d'être organisé. Mais donc, voilà, il y aura tout ce qu'il faut, tout sera bien communiqué. Et donc, vraiment, la première étape qui ne devrait tarder, c'est compléter le formulaire en espérant qu'il y aura beaucoup de personnes qui se feront vacciner. Donc, vraiment, c'est important pour vous, pour tout le monde, pour mettre fin, on l'espère en tout cas, à cette épidémie. C'est vraiment un des outils à l'heure actuelle les plus importants, parce que comme je le disais au début et comme on l'a répété, pour l'instant, tout le monde rame un petit peu et on ne trouve pas de solution pour stopper cette épidémie. Donc voilà, nous, en tout cas, on se fera vacciner. Voilà, il est quand même plus de 7 heures, ça fait 1h30 qu'on est à disposition. Tout ça a été filmé, les diapositives seront à disposition. Je pense qu'on va de nouveau répondre à un certain nombre de questions comme on l'a toujours fait. On reste disponible, on verra comment organiser en répondant à des sollicitations beaucoup plus spécifiques. Merci d'avoir assisté à cette séance, nous vous remercions beaucoup, les questions étaient fort intéressantes. Et nous restons à disposition, comme on dit. Bonne soirée à tous.